J'ai le plaisir d'accueillir Bernard Préfolle, excusez-moi. J'ai le plaisir d'accueillir Bernard Préfolle, que la plupart d'entre vous connaissent, qui est d'ailleurs membre de l'UTL depuis combien de temps? 20 ans. Je suis membre à travers mon épouse. Ah d'accord, très bien, très bien. Donc depuis longtemps. Depuis très longtemps. Donc ce soir, c'est l'économiste, le spécialiste des problèmes de l'eau, donc qui va s'adresser à nous. Ce matin, j'ai écouté, je crois que c'était sur Europe numéro 1, une interview de Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, donc, est un médecin, je crois chirurgien, qui est parti vers le pôle, un grand explorateur, un homme d'ailleurs plein de bon sens, et ce matin, il a essayé d'attirer notre attention sur la question de l'eau. Hein. Et vraiment, il a su nous toucher. Il a cité notamment l'exemple à Madagascar, où actuellement il y a des populations dans le nord de Madagascar qui sont obligées là, de quitter leur village, etc., de chercher de nouvelles zones parce que la sécheresse est absolue et tout. Et vraiment, j'ai trouvé qu'il préparait très bien ton exposé de ce soir. Je parle de Madagascar aussi. Et tu parles de Madagascar. Donc je te cède la parole. Merci Jean-François. Merci à vous d'être là, à l'heure. Alors, je vais essayer de me tenir. Alors, Jean-François Soulet, gentiment, m'a dit tu peux déborder, tu peux compter 2 heures, 2 heures et demie. Donc, comme il est relativement tard, je vais essayer de m'en tenir à 1h15, ou peut-être moins si je vois que vous bâillez. Ou si je dis des bêtises, parce que j'ai des censeurs dans la salle, j'en vois 2 là, qui vont scruter tout ce que je dis et se porter enfin bon, bref, j'aurai des contradicteurs. Alors, ce que je voudrais faire avant de faire commencer à défiler les diapos, c'est de vous présenter, de vous proposer une réflexion préalable qui est, disons, liée à l'actualité. Alors, cette réflexion préalable se présente comme une question. Est-ce que cette conférence tombe bien ou est-ce qu'au contraire elle tombe mal? Alors, je vais répondre à la question. Dans un premier temps, on peut dire qu'elle tombe très bien, parce que il suffit comme chacun d'entre vous a peut-être fait, d'écouter telle ou telle émission d'information. Jean-François Soulet citait celle de Europe 1 ce matin, mais tous les médias, ou à peu près, se font l'écho de problèmes présents. Dans 10 départements au moins, nous avons une situation critique concernant l'eau. Et les météorologistes, les climatologues prévoient que cette période de sécheresse va s'étendre jusqu'à la fin de l'été. Donc tout le monde s'inquiète beaucoup. Et le fait est que nous sommes entrés de plein pied dans le bouleversement climatique que l'on nous annonce depuis très régulièrement et de façon très documentée et que nous ne voulons pas entendre. Nous y sommes. Et dans ces conditions, on entend, et on commence à entendre, et de plus en plus, la vague habituelle des yaka faucons qui, dans leurs bureaux urbains, se payent les agriculteurs. Il faut arrêter ces pratiques intensives, insupportables, en particulier l'irrigation, ils irriguent les routes. Il faut arrêter ça, les réserves d'eau agricoles empêchent le remplissage des nappes phréatiques, vous vous rendez compte? Et il n'y a qu'à tout passer au bio, sans engrais, tout ça, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Alors, j'exagère, mais à peine. Ces attaques le sont, et de ce fait, je crois qu'elles manquent leur cible et leur effet, en tout cas en ce qui me concerne. Est-ce que je parle trop fort? Bon. Alors je vais continuer. Et elles ont beau être exagérées, ces attaques. Il est exact, tout à fait, que pour reprendre une expression, je crois, du GIEC, nous sommes déjà sortis de la route.
ce que nous pouvons faire de mieux, c'est d'essayer de limiter le nombre de tonneaux. Si vous voyez l'image de la voiture. L'accident a eu lieu, quoi que nous fassions, nous y sommes dans ces périodes de sécheresse qui vont nous se succéder, interrompues par des périodes de précipitations intenses, imprévisibles. Donc nous entrons je n'exagère pas, nous entrons dans la variabilité et l'imprévisibilité totale. C'est-à-dire que dans 5 jours, il se peut très bien que dans les départements critiques, en situation critique, il y ait des déluges de pluie. J'exagère à peine. La météo, à 5 jours, c'est bon. À 10 jours, c'est déjà du 50-50. Et au-delà, ils sont incapables, et on les comprend surtout maintenant, de prévoir quoi que ce soit. Il n'empêche que on se trouve là vraiment fondé à dire ce qu'on disait déjà le siècle dernier, à ma pauvre dame, il n'y a plus de climat. Ben c'est à peu près le cas. Donc cette énorme variabilité, cette imprévisibilité totale va caractériser notre climat, mais aussi le climat de tous les pays de la Terre. Alors justement, est-ce que ce n'est pas dans les cas où l'imprévisibilité augmente, où la variabilité devient folle, est-ce que ce n'est pas précisément dans ces cas-là qu'il faut chercher, surtout quand on parle d'alimentation, qu'il faut chercher un système d'assurance? Alors, c'est dans ce sens que la conférence tombe bien, parce que moi, je viens vous proposer un système d'assurance. Je vais essayer de vous convaincre de la nécessité absolue de l'irrigation. Alors, j'ai dit un gros mot, mais je vais en dire d'autres. On peut cultiver sans sol. Ça se fait, ça s'appelle de l'hydroponie. On met une matière qui retient l'eau et les racines se développent et ça va très bien. On peut cultiver sans soleil. On a vu, on voit les chrysanthèmes au moment de la Toussaint qui poussent à la lumière électrique. On peut cultiver sans soleil, on peut cultiver sans engrais bien sûr. Alors, surtout pas. Les engrais c'est le mal absolu. Même les engrais organiques, bon, enfin. Et on peut même cultiver sans cultivateur. Hein. Les Hollandais nous font la démonstration de ça. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire. C'est la culture sans eau. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, il faut, je crois, enfin j'en suis sûr, inverser notre façon de penser. Je dis notre parce que je pense que dans la salle, il doit y avoir certaines personnes qui pensent que, effectivement, les agriculteurs utilisent trop d'eau. Il faut inverser notre façon de penser et recommencer à penser aux vertus du stockage de l'eau à des fins agricoles. Et ceci à toutes les échelles. Un toit de grande ferme peut produire, avec une bonne pluie, plusieurs milliers de litres par jour, à l'échelle individuelle. Mais à l'échelle collective, alors là je vais dire d'autres gros mots, on peut aussi pousser de nouveau la réalisation de retenues collinaires, c'est-à-dire qu'on barre un petit cours d'eau pour remplir une réserve, puis après on le laisse couler. C'est un barrage provisoire, si on peut dire. C'est l'exemple qu'on a tous en tête, hein, par exemple Sivens qu'on a dû arrêter. Il y a dans la salle quelqu'un qui a participé aux études, Alain Villocel, de la même compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne qui est la mienne, la nôtre, avec Bruno Morin. Donc ces petites retenues, là c'était une retenue de vallée, mais en général on les appelle collinaires, utilisent la topographie pour stocker de l'eau et pouvoir s'en servir quand il y en a besoin. Ah, ça c'est une trouvaille. Mais alors évidemment, c'est difficile de convaincre tout le monde. Et on l'a vu, hélas, à Sivens. Et on peut même penser à l'échelle d'une région tout entière.
en réalisant des grands lacs réservoirs, et alors j'en cite comme ça deux ou trois que vous devez connaître. L'Arrêt d'Arrêt, qui est assez proche de Tarbes, le lac de l'Arrêt d'Arrêt, le lac de Puy-d'Arieux, le lac de la Gimone, près de Boulogne-sur-Gesse, et bien d'autres. Donc, il faut revenir à la raison. L'agriculture pour nous donner à manger, et on sait en ce moment avec le contexte du conflit armé pas si loin de chez nous, on sait qu'on a besoin d'eau pour faire pousser les plantes qui vont nous nourrir. Donc il faut poursuivre l'irrigation, la reprendre là où elle s'est arrêtée, la développer où elle hésite à le faire, à condition, et ça on en parlera tout à l'heure, de prévoir un contrôle de cette irrigation. On parle d'irrigation raisonnée, et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour peut-être évidemment arrêter de laisser tomber quelques décilitres sur les routes goudronnées, mais il y a tout un ensemble de méthodes qui peuvent être employées pour raisonner encore plus l'irrigation et la rendre plus efficace. Voilà, donc en conclusion de cette réflexion préalable, je me tourne vers Jean-François, à la science immense et à la clairvoyance affûtée, pour le soupçonner en fait d'avoir bien choisi la date de cette conférence. En fait, tu as fait exprès de choisir le 12 mai. Tu savais, avant Noël, que nous allions, météorologue formidable, que nous allions entrer dans une période de sécheresse. Alors merci Jean-François. Alors, nous allons passer au vif du sujet. Et je vous propose, qu'est-ce que je vous propose? Oui, le titre, vous le connaissez, c'est le titre de la causerie. Je vous propose de parler de la problématique de l'eau, de vous en présenter ma présentation, ma conception en 5 diapos. Ensuite, je vous présenterai des exemples, 5. Il y a 6 diapos, mais parce qu'il y en a une qui résume. Et ensuite, 3 diapos de conclusion, dont j'ai déjà donné un peu la teneur. Alors, la problématique de l'eau, a priori, elle ne devrait pas se poser parce qu'il y a une énorme masse d'eau. La biosphère, c'est une énorme masse d'eau. Il faudrait 1,35 suivi de 18 zéros pour décrire le nombre de mètres cubes que cette masse d'eau de la biosphère constitue. Et ce ne sont que des mètres cubes, c'est-à-dire qu'il faut encore multiplier par 3 zéros pour avoir des litres. Donc ça représente une quantité invraisemblable que j'ai mise entre parenthèses, qui est de 20 milliards de mètres cubes par habitant. Alors où est le problème? Alors franchement, où est le problème? Bon, ça c'est la quantité d'eau de toute la biosphère. Alors, les choses se compliquent parce que la quasi-totalité sont des eaux salées. C'est les eaux des océans et des mers à 97,2. Vous conviendrez que quand il y en a 21 zéros, la virgule a son importance. 97,2% de cette masse, c'est de la masse d'eau salée qui sont contenues dans les océans, lesquels recouvrent 70% de la surface de la planète. C'est la planète bleue, et seulement 2,8% d'eau douce, ce qui représente quand même encore 40 000 milliards de mètres cubes. Je rappelle Pierre Rabhi, c'est une jolie expression, l'eau que nous sommes, parce que nous, éléments du vivant, nous sommes à 65% pour ce qui concerne les êtres humains et jusqu'à 90% pour ce qui concerne certains végétaux, de l'eau. Et alors, je me suis amusé d'ailleurs à savoir, à calculer ce que ferait, c'est une hypothèse, 7 milliards et demi de cadavres, c'est-à-dire la population totale de la Terre, immergés au fond du lac Léman. Alors, on n'immergerait pas les cadavres encore humides, on les laisserait sécher un peu. Donc il y aurait à peu près un tiers de leur poids. Et ce tiers du poids, 60 kg en moyenne, de 7,5 milliards d'êtres humains, vous n'allez pas me croire, ferait monter le niveau du lac Léman de
15 cm. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes peu de choses, nous qui dominons la planète. Donc, il y a beaucoup d'eau, c'est sûr, mais elle est en quantité finie. Elle est en quantité finie. On connaît le cycle depuis l'école primaire, le cycle permanent dans la biosphère. Dans la biosphère, évaporation, précipitation, ruissellement, infiltration, et ça continue. Et certains scientifiques très très avancés se sont amusés à calculer la déperdition qu'il y aurait éventuellement est due au manteau terrestre, aux infiltrations, disons, qui vont plus bas que les nappes phréatiques et qui se sont perdues parce qu'elles tombent dans le magma central de notre planète. C'est infime, ça représente du 0,00% depuis 4,5 milliards d'années. Bon, donc on ne va pas en tenir compte. Elle est en quantité finie, cette énorme masse, mais elle est aussi inégalement répartie, et c'est là où est le problème. La rotation de la Terre fait qu'il y a une distribution non uniforme de la chaleur, on le sait. La dérive des continents qui continue à dériver à une vitesse folle de l'ordre du millimètre, ou du demi-centimètre par an, font une répartition irrégulière des océans, on le sait. Et enfin, dans l'espace comme dans le temps, il y a une terrible, inégale répartition des précipitations. Voilà déjà, j'oubliais le plus important presque, c'est que cette masse d'eau a beau être énorme, elle a beau être en quantité finie, et elle a beau être inégalement répartie, sa qualité est en voie de dégradation rapide. On sait pourquoi, je ne sais pas si j'en parle dans la vue suivante, sans doute, j'y reviendrai. Donc les inégalités, c'est d'abord une inégalité d'accès à la ressource. Ces 2,8% des 40 000 milliards de mètres cubes qui sont normalement accessibles, disponibles, ne sont pas accessibles, disponibles par tout le monde. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Ça fait quand même cette 40 000 milliards de mètres cubes, ça représente quand même 6 700 mètres cubes par personne par an. C'est monstrueux, mais c'est tellement mal réparti qu'il y a déjà 400 millions de personnes, soit 5% de la population du globe, qui sont en situation de stress hydrique. Alors l'OMS a calculé que le stress hydrique s'installait dans un pays lorsque chaque habitant ne peut pas avoir accès à plus de 1700 mètres cubes sous toutes ses formes d'eau douce. On est déjà dans le stress hydrique de ces 400 millions de personnes. Il y a une disparité, ensuite, les ressources sont mal réparties, mais les prélèvements et la consommation sont aussi variables. La consommation totale est de l'ordre de 4 000 milliards par an. Par an, donc ça représente soit 1500 litres par personne par jour. Et les trois grandes utilisations, on les connaît. L'agriculture en tête, 70%, d'où les yakas faucons, c'est simple, il n'y a qu'à arrêter d'irriguer et tout le monde pourra boire à sa soif. L'agriculture, 70%, alors on arrose bien sûr, on irrigue, mais un quart s'en va en ruissellement à destination des cours d'eau et finalement des océans, et les trois quarts restants sont ce qu'on appelle dans le langage, le jargon de l'irrigation, de l'évapotranspiration, c'est-à-dire les plantes, quand elles reçoivent de l'eau, quand la terre reçoit de l'eau, les plantes se chargent en eau par les racines, et cette eau, elle est transpirée, et bien sûr, quand elle est transpirée, elle est évaporée. Ça, c'est la grosse consommation, 70% de l'eau douce. Ensuite, il y a les industries, 20%. Et enfin, la consommation domestique, c'est-à-dire la vôtre, la nôtre, la mienne, avec là aussi des grandes 10%, mais avec des grandes disparités.
là où l'Africain moyen a un seau par jour, nous allons jusqu'à 200 litres par jour. Et le grotesque ou le scandaleux, c'est les 700 litres par jour des États-Uniens qui n'ont aucune idée de la valeur de l'eau, qui continuent à irriguer leur golfe. Dans les 700 litres par jour, il y a la consommation individuelle et la consommation des collectivités, c'est-à-dire l'irrigation des golfs fait peut-être la moitié de ce chiffre. Mais on va pas laisser les golfs dépérir quand même. Alors nous, on est à 200 litres par jour, mais notre vraie consommation, c'est plutôt 140 litres par jour. Le reste, c'est un écart dû aux consommations collectives dans les villes. Si vous vous amusez à suivre votre consommation et vous divisez par le nombre de personnes, vous verrez que de votre foyer, vous verrez que vous arrivez à 140 litres, à peu près, à condition de ne pas trop arroser le jardin. Donc voilà de grandes disparités criantes et des constats malheureusement qui empirent chaque année, on le sait. Est-ce que l'eau douce serait donc en raréfaction? Elle l'est pour plusieurs raisons. L'accroissement démographique, alors 2 milliards d'individus de plus en 30 ans, c'est ce qu'on nous annonce, 10 milliards en 2050 ou 2060, ça va se traduire par une consommation d'eau douce supérieure à ce qu'elle est actuellement. La deuxième cause, c'est la dégradation qualitative des ressources. Alors, la pollution industrielle, bien sûr, lorsqu'une usine pompe de l'eau et qu'elle a, après lui avoir fait plein de choses dans son processus de fabrication et qu'elle la rejette en milieu naturel, elle est souvent chargée en produits chimiques qui ne se dégradent pas. La pollution agricole diffuse, là aussi, le fait d'utiliser des engrais et de les lessiver par l'irrigation ou par la pluie fait que les nappes se polluent. Et le développement lui-même est cause d'augmentation de consommation parce que chaque fois que nous avons une élévation de notre niveau de vie, nous augmentons notre consommation d'eau. Vous n'avez qu'à voir les États-Unis, même sans golf. Et en économie, on dit que l'élasticité de la demande par rapport au niveau de vie, par rapport au pouvoir d'achat, si vous voulez, est de 2. C'est-à-dire que lorsque vous avez une augmentation de 10% de votre niveau de vie, vous consommez 20% de plus d'eau. Donc ça accélère la raréfaction de l'eau. L'urbanisation croissante, nous sommes à 80% à peu près de la population dans les villes. Les besoins collectifs d'une ville sont très importants et s'ajoutent aux besoins individuels. Et les résultats de tout ça, c'est qu'au XXe siècle, entre 1900 et 2000, la population a été triplée et la demande en eau a été multipliée par 7. Voilà, ce sont de sombres perspectives qu'on regarde sur une carte. Alors cette carte, c'est la carte de la raréfaction de l'eau, de la rareté de l'eau en 2025. C'est une prédiction qui a été faite il y a quelques années, elle est toujours d'actualité. Les pays en jaune clair, c'est la rareté physique de l'eau. Alors on n'est pas surpris, ce sont les pays qui sont... Est-ce que vous voyez ma flèche quand je bouge là? Donc vous voyez, ce sont tous les pays de la ceinture tropicale, désertique, également les déserts d'Asie. Là, c'est une raréfaction où il n'y a rien à faire, c'est une rareté physique. Il y a aussi... C'est moi qui fais ça? Monsieur le responsable, qu'est-ce que je fais là? Parasite. C'est pas Poutine? Bon. Ah, voilà un technicien. Voilà. On continue, je regarde. Je continue, bon. Alors, les deuxième catégorie de pays bruns, là, en brun, sont des pays où l'eau est en rareté économique. C'est-à-dire, la ressource est là, mais pour des raisons
d'économie de l'eau. Et on est surpris de constater qu'il y a l'Australie dans ce club. Les pays sont en stress, près du stress hydrique, du fait de considérations économiques. Alors il y a toute l'Amérique centrale, l'Amérique latine, tout le reste de l'Afrique, et curieusement l'Australie, et curieusement aussi la Pologne et la Turquie. Non mais on filme, c'est pour le film. Oui, c'est pas bon. Qu'est-ce qui est pas bon? Ce qui fait... Ah oui, d'accord. Merci, monsieur le technicien. Alors, pour en finir avec l'exposé un peu rapide de la problématique de l'eau, c'est-à-dire des différents problèmes qui constituent la problématique de l'eau, le problème de l'eau aujourd'hui et surtout demain n'est donc pas la quantité d'eau disponible sur la planète, mais bien la quantité, l'accès pour tous à une eau de qualité. Alors voilà, ça c'est le grand challenge, le défi de notre temps. Les principaux facteurs de conflit du fait de l'eau sont dus à la raréfaction relative de l'eau et à la concurrence entre usages, parce que lorsque j'arrose, je ne peux pas donner cette eau dans les réseaux de distribution d'eau urbaine. Quand je prends en compte, là aussi c'est du jargon économique, les externalités positives ou négatives que ma consommation crée pour d'autres personnes, c'est-à-dire je consomme et je les prive de consommation, c'est une externalité qui complique. Et enfin, la transfrontalité, alors là c'est pas un problème nouveau, mais là où c'est extraordinaire, c'est que sur les 200 pays que comptent les Nations Unies, ou à peu près, il y a un tiers de ces frontières entre pays qui sont constituées par des fleuves et des lacs. C'est énorme. Mais il y a aussi les facteurs d'atténuation des conflits. Alors ces facteurs d'atténuation des conflits, il faut gérer l'eau comme un bien rare, précieux, stratégique, qui n'appartient à personne. Res nullis, j'ai bon? François, je raconte. Alain? C'est bon. Le recyclage des eaux usées, ça c'est très important. Nous n'y avons pas encore vraiment recours, mais dans les pays d'Afrique du Nord et les pays de la péninsule arabique, même l'Égypte, ce sont des pratiques courantes. On consomme des eaux usées recyclées, sous contrôle bien sûr médical et scientifique. Et puis, en dernier ressort, on peut commencer à dessaler des eaux saumâtres ou salées, et là les pays riches du Golfe y ont recours systématique de façon invraisemblable. Bon, je ne sais pas si vous avez fait un tour dans le Golfe Persique, mais il y a notamment à Abu Dhabi les écuries du Grand Cheikh qui ont des chevaux de course magnifiques, qui sont sur des pelouses extraordinaires. Il fait 55. Il n'y a pas un nombre, et la pelouse est bien plus belle que les vôtres ou les nôtres. Alors ça, il dessale à un prix qui est supérieur à peu près 4 fois au prix que nous payons notre eau du robinet. Mais quand on essaye de leur dire, vous savez, il y a d'autres façons de faire. Ah, Mr. Beautiful. We have petrol, we don't have ideas. Nous n'avons pas les idées, mais nous avons le pétrole. Et on vous dit, crotte. Alors, nous entrons dans les conflits, les exemples de conflits que je vous ai sélectionnés. Ça traite donc de l'eau, source de vie et de conflits dans le concret. Ces conflits peuvent être potentiels, larvés ou avérés. Et théoriquement, enfin pratiquement, le cheminement c'est toujours le même. C'est le conflit potentiel et contenu, larvé, et puis tout d'un coup il sort et ça fait du dégât. Sont pris dans le domaine, ces exemples sont pris dans le domaine de l'eau agricole, donc de l'irrigation, presque tous. En France et CACG d'abord, c'est la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, que tout le monde connaît presque. C'est une société d'économie mixte
qui a été créé dans la fin des années 50, 1960, pour contribuer au rattrapage économique du Sud-Ouest qui était pas très très développé. Le résultat, au bout d'une quarantaine d'années, c'est un grand succès parce que les départements de ce Sud-Ouest sont en général plutôt bien classés dans les départements français. Et pourquoi à l'international? Eh bien parce que la qualité de nos ingénieurs, en particulier celui que je désigne, la qualité de nos ingénieurs ne trouvait pas suffisamment de points d'appui. Plus on avançait, plus les problèmes étaient réglés, bien sûr. Donc il était temps, avec la qualité humaine et d'ingénierie que la compagnie avait à sa disposition, de proposer cette ingénierie au monde désemparé et privé d'eau et de méthodes. Donc on a commencé à mettre le nez à l'international, et puis ça s'est développé, et petit à petit on a fait pas mal de choses. Je regardais la liste des pays pour lesquels on a, parce que je m'occupais j'avais la responsabilité de la prospection, et souvent je combinais la prospection et la prestation sur des cas où l'économie était nécessaire, c'est-à-dire tous. Les 5 exemples, je vous les ai choisis comme ça. Je vais commencer par le Sud-Ouest français, parce que ça nous concerne tous. Et si on m'oblige à arrêter après, au moins vous l'aurez eu. Un conflit, alors je leur ai donné des noms, des qualificatifs, mais ils sont tous à peu près sur le même modèle. Un conflit d'usage, le fleuve Sénégal, qu'on connaît bien aussi à la CACG. Tous ces exemples sont des exemples réels, pratiqués. Un conflit d'intérêts, alors je ne sais plus qui parlait de Madagascar tout à l'heure, le lac Alaotra, alors ça ne se prononce pas comme ça se prononce lac Alaouch. Et bon, c'est un conflit d'intérêts, mais c'est aussi une catastrophe. Un conflit d'idées, alors c'est l'exemple classique qu'on donne d'épuisement de nappes phréatiques fossiles, le blé d'Arabie. Et puis, enfin, un conflit international qui est toujours au même niveau, au même point, ou de pire en pire, le Jourdain. Voilà. Conflit de priorité. Alors, le Sud-Ouest français, je vais vous montrer le cadre. Alors, j'ai fait un schéma qui n'est qu'un schéma de ce qu'on appelle chez nous le système NEST. Alors le système NEST, est-ce que vous voyez la ligne de côte là, de l'océan Atlantique? Vous la voyez bien, c'est pas gros mais on la voit. La petite ligne brisée ça symbolise les Pyrénées. À un temps géologique indéterminé, soit le manteau neigeux fondant provoquait des ruissellements dirigés du haut vers le bas. Et malheureusement, les glaciations, et la dernière en particulier, ont provoqué les glaciers se caractérisent par des moraines, c'est-à-dire des amoncellements de terre et de rochers qui poussent devant eux. Et la moraine frontale des principaux glaciers a constitué un machin qu'aujourd'hui, une surélévation qu'on appelle aujourd'hui le plateau de Lannemezan. Alors il n'a pas cette forme, mais c'est pour le schéma. Ce plateau est à 500 ou 600 mètres d'altitude, à peu près, plus que ça 600. Voilà. Nous, Tarbes, nous sommes à 310. Vous voyez, le plateau de Lannemezan, l'ancienne moraine frontale du glacier, constitue un obstacle pour l'eau. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, l'eau?
Ben, elle a fait comme elle a pu, c'est-à-dire elle s'est dirigée vers l'Adour, vers l'océan à travers le système Adour. J'ai fait que le fleuve Adour, mais il y a beaucoup d'affluents qui ont suivi le même parcours. Et de l'autre côté, on la connaît, c'est la Garonne. Alors, elle a eu l'intelligence de faire ici un petit coude, pour des raisons topographiques, bien sûr, et se rediriger ensuite vers l'océan Atlantique. Donc nous voilà là au Moyen-Âge, disons, mais au Moyen-Âge, toute cette région, entre le plateau de Lannemezan et la Garonne, est à sec. Il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de rivière. Ce qu'il y a comme cours d'eau, c'est ce qu'on appelle en Afrique du Nord des ouèdes, c'est-à-dire des cours d'eau qui ne fonctionnent que lorsqu'il a plu. Et quand il n'a pas plu, il n'y a pas d'eau. Alors, évidemment, pour l'agriculture, c'est pas pensable, et pour l'alimentation, en commençant par l'alimentation humaine, ce n'est pas possible non plus. Alors, heureusement, le Second Empire est arrivé avec sa palette de réalisations extraordinaires en France, quel que soit le jugement qu'on porte sur Napoléon le Petit. Le Second Empire, je ne dis pas les noms des ingénieurs ni l'année précise, disons, a provoqué la création d'un canal. C'est cette petite boucle qu'on appelle canal de la Neste parce qu'il prend de l'eau à la Neste, qui est par là, à cet endroit-là, et Neste comme Gave, comme Adour, tout ça ce sont des synonymes de différents langages vernaculaires pour dire l'eau ou le cours d'eau. Donc il y a beaucoup de nestes qui se réunissent en une seule, qui constitue la grande Neste, celle de la vallée d'Or, qui passe à Sarancolin, où est construit un ouvrage de prise d'eau sur la Neste et de dérivation d'une partie de son eau lorsque son débit le permet. Alors son débit est très important parce que le canal a été construit avec une longueur de 28 km et un débit de 7 mètres cubes seconde. 7 mètres cubes seconde, c'est énorme, ça fait 7000 litres seconde qu'on pique à la Neste et qu'on va restituer après avoir conduit sur 28 km avec un dénivelé moyen de 50 mètres sur les 28 km. Je ne sais pas si vous voyez, ça représente 2 mètres par kilomètre. C'est pas facile à faire et nos ancêtres, les bâtisseurs, là, ils ont fait un travail formidable. Ce canal donc se colle à la moindre élévation de terrain pour conserver l'altitude de la prise d'eau, ou peu s'en faut, et arriver à franchir le plateau de Lannemezan, à faire franchir l'eau du plateau de Lannemezan, au-delà du plateau de Lannemezan, pour réalimenter 17 rivières gasconnes. J'en ai fait 4, et je ne vais pas faire 17 traits, mais voilà les 17 rivières qui sont, grâce au canal de la Neste, alimentées en permanence, et non pas seulement quand il pleut. Alors je vous ai fait la liste, parce que il y en a qui connaissent, qui habitent pas loin. Les 17 rivières, d'ouest en est, le Bouesse, la Grande Baïse, la Baïsole, etc., le Gers, la Gimone. Et ces rivières, sont toutes des affluents du fleuve Garonne. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas et qu'il fallait il fallait compléter en tête de rivière les fournitures provenant du canal de Neste par des ouvrages, j'ai dit encore un gros mot, des lacs de retenue, des retenues d'eau, dont j'ai cité certains, qui prennent le relais lorsque la Neste se tarit, parce que la Neste c'est un torrent, même une réunion de torrent, elle arrive à se tarir, et elle se tarit juillet, août, c'est ça Alain, mi-août, par là, disons au moment où il ne faut pas, au moment où le maïs a besoin, puisqu'on parle du maïs, au moment où les gens ont besoin de prendre des douches, beaucoup, et où le maïs a besoin de beaucoup d'eau. Donc on a construit, grâce au canal de la Neste, dont le débit a été augmenté à 14 mètres cubes seconde dans les années 50, 60. On a là un système qui fonctionne très bien,
Voilà la prise d'eau à Saran-Colin. Saran-Colin est tout en haut, là, avec l'église ici. Ça, c'est le petit lac d'accumulation de l'eau de la Neste qui vient de plus haut, là, qui arrive. Il y a un ouvrage à vanner, c'est-à-dire avec des vannes qu'on peut ouvrir ou fermer, et une en particulier qu'on voit ici, qui prend 7 mètres cubes secondes et qui les envoie dans ce canal, lequel tourne ici, et continue, traverse Saran-Colin, puis Esch, puis finalement arrive 28 km plus loin, au bord derrière l'hôpital psychiatrique de Lannemezan. C'est là où il y a un gros ensemble de rivières qui prennent leur source, parce que de ce fait, c'est la source qui existe. Il y a aussi ici à droite, je le dis pour les fanas de la nature, il y a aussi une échelle à poissons qu'on a été obligé de construire pour permettre aux poissons de s'amuser et d'aller frayer dans les plus hauts. Vous voyez, les conditions de construction du canal ont été, c'est héroïque ce qu'ils ont réussi à faire, de faire perdre seulement 50 mètres en 28 km. Il a fallu vraiment calculer au plus juste. Et ça, c'est à Esch, un peu plus loin, où le canal, là, il est bien plein. Il débite sans doute 14 mètres cubes seconde, 14 000 litres à la seconde, hein, 14 000, 28. Et là, j'ai une carte un peu plus officielle qu'un schéma. On voit le canal de la Neste en rouge. Il est plus exactement dessiné que sur mon schéma, mais c'est la même chose. La Neste sur laquelle le canal se branche, et toutes les rivières entremêlées là qui sont réalimentées. Toute la partie verte est directement alimentée par le canal de la Neste, et les retenues, qui, encore un gros mot, sont les points bleus qu'on voit ici. Il y a les très grandes et puis il y a des plus petites. Et on voit qu'il y en a beaucoup et qui sont nécessaires pour que les besoins soient satisfaits. Ici à gauche, c'est tout un ensemble qui s'appelle le système Adour, qui est en gestion un peu différente de celle des coteaux de Gascogne, par l'institution Adour, mais avec laquelle on a beaucoup de liens. Et voilà, ce système Neste donc, a fait de cette région aride une région très, on peut le dire, très riche. Et la source de cette richesse, là aussi c'est un gros mot, c'est le maïs irrigué. Pour tout dire, 80% du maïs est destiné à l'alimentation animale, c'est-à-dire aux steaks et aux côtelettes. Et voilà. Alors, ça peut faire grincer des dents. On peut imaginer des évolutions. Je crois qu'il y en a qui sont en cours. On a eu recours à une diversification des cultures. Le problème, c'est que le maïs est la culture qui valorise le mieux l'eau. Il n'y a pas match. Pour une quantité donnée d'eau, c'est la culture qui fournit le plus de matière sèche. Ce n'est pas le cas du... C'est 2 ou 3 fois plus que le blé, c'est même supérieur au riz. Donc, on n'a pas mis du maïs pour s'amuser. Le problème, c'est que ce maïs n'est pas destiné à l'alimentation humaine, mais à l'alimentation animale. Mais ça traduit notre niveau de vie où on consomme trop de viande. Je ne suis pas là. Pardon. On a vu ça, le cadre, on l'a vu. Le système Neste, on l'a vu. Donc, cette région sans eau en rattrapage, un canal providentiel. Alors, la gestion des eaux uniques en France. On a réussi à convaincre les agriculteurs que l'eau avait un prix, même l'eau qui vient du ciel. Alors, l'astuce, plutôt la réalité, c'est de leur expliquer que ce n'est pas l'eau qu'on fait payer, mais c'est l'assurance de l'avoir à disposition. C'est le fait que l'eau est là, au bout du champ, qui coûte de l'argent et que cet argent doit être payé. Ce n'est pas l'eau qu'on paye, c'est l'amener de l'eau
et donc les infrastructures, leur maintenance. Et donc j'ai indiqué PPP, mais ça ça veut dire partenariat public-privé. C'est un exemple qu'on nous envie dans beaucoup d'endroits du monde, notamment à la Banque mondiale. C'est-à-dire on fait payer le coût du capital, l'investissement, l'infrastructure à la collectivité entière par l'État, et on ne fait payer aux utilisateurs que la partie variable, c'est-à-dire celle qui dépend du volume d'eau et du coût de maintenance des infrastructures. Alors cette combinaison publique-privée je crois, une bonne chose de la vie des économistes du monde. Elle correspond, le fait que la collectivité paye l'infrastructure correspond à la compensation d'une injustice qui consiste pour un agriculteur à être loin de l'eau. Cette injustice peut être compensée au niveau global par un investissement public qui lui permet d'avoir l'eau au bout de son champ. Ça, c'est la rationalisation. Donc actuellement, il y a à peu près 300 000 hectares avec un rendement très élevé, de l'ordre de 10 tonnes hectares. Dans le Sahel, on est à 500 kilos à peu près. Et bien sûr, il y a d'autres endroits où on est plus élevé, mais en Ukraine par exemple, où ils ne pratiquent pas du tout l'irrigation, mais où les terres sont très fertiles, on peut atteindre 12 tonnes hectares. Donc c'est assez énorme. Pas la peine de chercher plus loin le fait que l'Ukraine est si important pour tout ce qui concerne notre alimentation et l'alimentation du reste du monde. Alors, conflit, si on pouvait parler de conflit, le maïs produit serait trop cher. Il serait supérieur au cours mondial. On ne sait pas très bien de quoi on parle. Ça, c'est ceux qui veulent le tuer qui disent ça. La maïsiculture irriguée, elle est néfaste à l'environnement, on le sait. Les barrages, y compris celui de Sivens sur le Tescou, ce sont des ouvrages qui vont empêcher la nappe phréatique de recevoir le ruissellement d'une rivière normale. Donc il est néfaste à l'environnement. Et en plus, on le sait bien, vous au coteau, vous avez toutes les subventions d'État, donc tout ça c'est maintenu artificiellement grâce à des subventions. Alors, je m'élève en faux, même si j'ai quitté il y a 16 ans, les subventions c'est pour de l'équipement. Nous avons une gestion privée, c'est-à-dire là aussi c'est du PPP, nous sommes une société au capital public, mais à la gestion privée. Je dis nous sommes parce que je continue à m'en sentir partie. Alors, bon, comment on va sortir de cet tiraillement? Il y a 10 000 exploitations qui sont concernées, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Et l'autosuffisance alimentaire de la France, surtout dans ces temps troubles, c'est pas un objectif qu'il faut négliger. Fut-il détourné par l'industrie de la viande alimentaire. Alors, on va regarder un deuxième exemple, le fleuve Sénégal. Alors, le fleuve Sénégal, on y a travaillé beaucoup, j'allais dire presque de tout temps. On continue à y travailler. C'est un exemple de conflit potentiel, mais qui jusqu'à présent n'a pas donné, ne s'est pas avéré, ni déclenché. Alors, on va regarder le cadre. C'est, je sais pas, vous voyez à peu près bien la carte. Bon, alors vous voyez où on est. Dakar est ici à cette pointe. Le trait bleu là, c'est bien évidemment le fleuve Sénégal avec ses affluents. Les pays sont le Sénégal en dessous, la Mauritanie au-dessus. Et le Mali également à l'est, avec des frontières qui apparaissent peut-être pas très bien, ce sont les pointillés qu'on voit là, voilà la frontière entre Mali et Mauritanie, et la frontière entre le Mali et le Sénégal qui continue la Falémé, qui est un affluent.
Alors, ces trois pays sont des préleveurs de l'eau du fleuve Sénégal. De tout temps, il y a eu des populations qui se sont implantées et qui cultivaient avec l'eau du fleuve, quand il y en avait, parce que c'est un fleuve capricieux, avec des hautes eaux, des basses eaux. Et de tout temps, les Maures, MAURE, qui peuplent les oasis mauritaniens, faisaient des razzias régulières pour aller prélever quelques esclaves et quelques tonneaux, quelques sacs de céréales. Il y avait des conflits pratiquement permanents entre Mauritanie et Sénégal, moins avec le Mali, mais il fallait faire quelque chose. Alors en 1972, les trois pays ont créé une organisation qui s'appelle l'OMVS, Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, qui tient depuis 1972 et qui constitue un super exemple, une réussite. Bon, parce que bien sûr, on y a beaucoup travaillé. Donc, aujourd'hui, par exemple, on contribue à la gestion automatique, grâce à beaucoup d'électronique et d'informatique, à la gestion quasi automatique des prélèvements et leur contrôle. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la principale réalisation de l'OMVS, c'est ce petit trait ici qu'on voit là, qui s'appelle barrage de Diama, et un autre grand trait, il devrait être beaucoup plus grand, qui s'appelle le barrage de Manantali, qui se trouve en territoire malien. Grâce à ces deux barrages, dont l'un, le barrage de Manantali, a été mis en service en 2000, c'est relativement récent, le barrage de Diama un peu plus tôt. Grâce à ces deux barrages, on a pratiquement entre les deux un bief, c'est-à-dire une surface d'eau de même altitude, qui ne coule pas, c'est pratiquement une piscine, enfin, je symbolise. Grâce au fait que le barrage de Manantali est une énorme réserve qui fait 1000 fois le barrage de la Rédaré, par exemple, pour vous donner un peu l'échelle. Et ce barrage, le Mali a accepté de le construire dans son territoire parce que lui a de gros problèmes d'électricité plus que d'irrigation, et le barrage de Manantali a des turbines qui produisent de l'électricité. De l'autre côté, là-bas, tout près de l'embouchure, le barrage de Diama, c'est un barrage en fait anti-sel, parce que le relief étant très très peu accentué, lorsque on est en période de basse eau, la mer remonte jusqu'à 250 km en amont, c'est-à-dire pratiquement jusque par ici, ou même par là. Et c'est pas possible quand on fait de l'irrigation d'avoir un jour de l'eau salée, le lendemain pas de vent. Donc il a fallu fermer l'arrivée de la langue salée, comme on l'appelle, en ménageant une écluse pour la navigation, parce que c'est le troisième objectif de l'aménagement du fleuve: irrigation, électricité et navigation, au cas où. Alors, grâce à cette écluse, et en période de hautes eaux, on peut arriver pratiquement jusqu'à Bakel. Bakel, c'est ici, c'est la frontière entre le Sénégal et le Mali. Le long de ce fleuve Sénégal, se sont créés des quantités de petits périmètres villageois, c'est-à-dire, comme leur nom l'indique, ce sont des exploitants locaux qui se sont mis d'accord, qui ont eux-mêmes réalisé physiquement les infrastructures, le planage, les canaux, et qui pompent avec des motopompes plus ou moins immergées, lorsqu'ils en ont l'autorisation et sous contrôle, bien sûr, des différents capteurs. On arrive comme ça à 300 000 hectares irrigués qui font vivre plus d'1 million de personnes directement et qui nourrissent beaucoup plus. C'est pas moi.
c'était pas moi. Donc c'est plutôt un bel exemple de réussite et qui tient malgré tout, malgré les problèmes ethniques qui existent entre la Mauritanie blanche, entre guillemets, le Sénégal et le Mali noir, et les objectifs différents. L'électricité, le Sénégal commence à parler transport, ça l'intéresse pour ses touristes, et la Mauritanie, c'est surtout l'irrigation. Mais c'est un exemple qui fonctionne bien et dont on peut raisonnablement être fier. Alors comment je reviens en arrière? Précédent? Non. Bon, on va remettre ça. Conflit 2, voilà. Non. Bon. Donc tout ça, je l'ai dit, en fait, une longue histoire, oui, une évolution récente, oui, on peut toujours dire ça, un bief, on en a parlé, la culture irriguée, j'en ai parlé, il n'y a pas que le riz et les légumes, il y a beaucoup de tomates dont les populations sont très friandes. Je voudrais dire un mot sur le riz, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du riz en Afrique, parce que a priori, il n'y avait pas de riz en Afrique. Ce qui s'est passé, c'est qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la puissance colonisatrice qui était la France avait aussi des colonies en Asie, le Tonkin, l'Annam, le protectorat cambodgien. Et tout ça fait que quand il a été besoin d'alimenter les populations d'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y avait eu de mauvaises récoltes, parce qu'il y avait une mauvaise organisation, parce que beaucoup d'hommes étaient morts à la guerre pour nous sauver contre leur ennemi héréditaire, l'allemand. La France a transporté du riz d'Asie vers l'Afrique de l'Ouest. Et ça a été comme un raz-de-marée. Les habitudes alimentaires ont drastiquement changé. Là où ils mangeaient surtout du mil et du sorgho, le riz l'a remplacé chaque fois qu'il est possible, parce que c'est coûteux. Et le conflit dit ça justement, le riz produit, toujours le même argument, il est plus cher que celui qu'on pourrait faire venir. Il y a plein de pays qui produisent du riz pas cher en Asie, Philippines, Indonésie. Mais la culture irriguée aussi, ah oui, elle est nuisible pour la santé, mais ça c'est vrai. Il y a des petits mollusques qui contiennent le virus de la bilharziose, des tout petits escargots qu'on a du mal à voir tellement ils sont petits. Et dans ces escargots se niche un ver microscopique qui, lorsqu'il voit une jambe noire ou blanche, entre à l'aise à travers les pores et détruit beaucoup de choses. Donc c'est une sale maladie qu'on soigne mal, et il y a beaucoup de cas qu'on peut repérer tout le long du fleuve Sénégal. Et puis d'autres usages, toujours pour les gens qui décrient la riziculture, d'autres usages vont devenir plus rentables. L'électricité du Mali, puisque le Mali va produire, les transports. Alors question, oui, et alors le million de personnes concernées, et l'autosuffisance alimentaire ou électrique des 3 pays, ça ne serait pas réglé s'il n'y avait pas cette organisation modèle. On va prendre un 3e exemple, c'est le fameux lac à la Outre. Ça va, vous n'êtes pas fatigué? Bon, j'ai encore 2 heures. Alors, le lac à la Outre, pas à la Outra. Alors ça, vous allez vous perdre dans Madagascar. C'est un conflit d'intérêts, mais c'est surtout une catastrophe. Je ne sais pas qui me parlait de Madagascar. C'est Jean-François, non? Oui. Bon, Madagascar, c'est un pays merveilleux, mais tellement pauvre et tellement digne que on en pleure quand on fréquente les Malgaches chez eux. Il s'est créé dans le nord du pays, voilà le cadre sur lequel on va jeter un coup d'œil, mais c'est pas très joli comme carte, c'est indicatif.
Ça dit d'ailleurs l'état dans lequel se trouve le pays. Voilà la grande île qui fait presque 2000 ou plus de 2000 km de long. Ici, je le dis parce que ça me fait rire toujours, ici vous avez une île qui s'appelle Nossi Bay, parce que c'est Bay, ça veut dire grand. Alors, les parfumeurs se sont emparés. Ici, vous avez dans la grande île donc, de Madagascar le lac Alaotra, pas loin de Tamatave, et Antananarivo étant plus au sud. Et grossi, ça donne ça, je ne sais pas si vous voyez à peu près. Bon, il y a une surface bleue, c'est de l'eau. Il y a des surfaces vertes, ce sont les casiers à riz, parce que là aussi, le riz, c'est l'élément de base de la nourriture, mais pas directement à cause du colonisateur, mais parce que les populations malgaches, en partie, sont venues au Moyen-Âge des rives asiatiques. Il y a beaucoup de traits malgaches qui rappellent des traits des populations du sous-continent, qui sont venus avec le riz. Et donc, dans les années 80, il y avait une société qui avait été créée pour gérer tout ça. Et quand on parle d'irrigation, la gestion, ça veut dire maintenance. Maintenance, la maintenance, préventivement, et si on la fait bien, préventivement, on n'a pas besoin de la faire quand ça casse, parce que ça casse pas. C'est ce qu'on fait avec nos voitures. Hein. Ah, vous avez 100 000, il faut changer la courroie. Bon, mais elle n'est pas cassée. Ah oui, mais elle va casser. Donc, on change la courroie. Et ça, c'est la Somalac qui, pendant une vingtaine d'années, a géré le lac de façon comme un bon père de famille, c'est-à-dire avec beaucoup d'argent français pour que ça fonctionne bien, que les infrastructures soient bien entretenues, et que les conflits entre les populations puissent être réglés. Alors, tout est tombé un petit peu en quenouille parce que la Somalac a arrêté. C'est là qu'on est ? Ouais. C'était le grenier à riz de Madagascar. L'essentiel du riz produit à l'époque, dans les années 80, venait du lac Alaoudre. Donc une cuvette stratégique, une histoire longue, bon, la Somalac, des conditions exceptionnelles, topographie plate, de l'eau en quantité, une population qui sait travailler et qui travaille bien. Et le résultat était donc 100 000 hectares de riziculture à 3 tonnes hectares en moyenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez des rendements qu'on donnait pour le maïs, c'était 10. Hein, bon, c'est pas la même céréale, mais enfin quand même. Le conflit, c'est la Somalac a arrêté de fonctionner. Donc on peut imaginer les infrastructures n'ont pas été entretenues. Bon, le riz produit est trop cher comme d'habitude. La riziculture irriguée est néfaste à l'environnement. On a trouvé qu'il y avait un petit lémurien qui est grand comme ça, qui habite dans les roselières, les buissons de roseaux. Et alors là, c'est tabou. Hein. Tabou. Le lac Alaoudre fait partie de la convention Ramsar, a été identifié par la convention qui gère et qui surveille les zones humides de l'ensemble de la Terre. On pourrait faire du riz sur les collines de façon agrobiologique. C'est facile. Il n'y a qu'à faucon, il n'y a qu'à mettre entre 50 cm et 1 mètre de paillis, et sans pluie, le riz atteint les rendements qu'il atteint en bas près du lac Alaoudre. Alors pourquoi s'embêter? Alors les expérimentations qui ont été faites n'ont pas marché du tout, parce que pour obtenir le volume de paille nécessaire à l'hectare, les gens travaillaient comme des malades, des malheureux la nuit, les petits-enfants, tout le monde allait couper de l'herbe sur les montagnes pour la descendre. Bon. Donc souvent les recommandations agrobiologiques, voilà. Il y a d'autres projets d'aide publique plus rentables. Alors ça, c'est bien sûr, oui. Au lieu de dépenser de l'argent dans le lac Alaoudre, on pourrait construire une route ou un hôpital, et donc il y a d'autres projets. Le problème, c'est que deviennent les millions de personnes concernées. Ben, on ne sait pas trop. Il y a des problèmes fonciers qui se
qui se posent, ce sont des agriculteurs individuels, des riziculteurs individuels qui ont des petites parcelles, qui sont la plupart du temps pas cadastrées. Donc il y a des problèmes très embêtants de gestion de tous ordres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'après les échos que j'en ai, c'est un peu bon, on part au plus pressé et puis on verra ce que ça devient. Donc là, c'est un peu douloureux. L'avant-dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est le conflit souterrain, le blé d'Arabie. Alors, je ne sais pas si vous voyez, vous représentez l'Arabie. Dans les années 80, les autorités ont déclaré qu'ils allaient acquérir l'autonomie alimentaire en faisant pousser le blé chez eux et qu'ils allaient ainsi redistribuer la manne pétrolière qui n'allait pas rester dans les villes et dans les poches des cheikhs et des princes et des sous-princes, qui allait être répartie auprès des cultivateurs, des néo-cultivateurs, néo-agriculteurs de la péninsule arabique. Alors, bon, l'Arabie est devenue, en 1990, un des 5 plus gros exportateurs de blé du monde. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'Arabie. Elle exportait du blé, elle le produisait d'abord à 4 fois le cours mondial, mais ça c'était immédiatement compensé par le pétrole, et donc elle se situait au cours mondial ou juste en dessous, et elle est devenue un des principaux exportateurs de blé. À ce prix, l'objectif suffisance alimentaire, occupation du territoire, redistribution de la manne, et résultat, voilà ce que ça donne. Alors, il faut vous dire que tous ces petits cercles sont des champs de production de blé, beaucoup en activité, mais tous ceux qui sont bruns sont des champs abandonnés, des champs circulaires. Et pour faire un champ de blé, c'est pas difficile. Voilà quelques-uns en vue aérienne. On creuse, alors on fore, parce qu'on sait qu'il y a de l'eau dans la nappe phréatique fossile, c'est-à-dire qu'il ne se renouvelle pas, il ne pleut pas. Donc l'eau qui est dessous, une fois qu'elle est prélevée, il n'y en a plus. On peut forer jusqu'à 1200 mètres pour aller la chercher. On a commencé à 300 mètres, ils ont arrivé petit à petit à 1300 mètres. Mais grâce à ça, avec un pivot central et une rampe qui tourne jour et nuit, ou presque, on arrive à cultiver des cercles de 120 hectares, je ne sais pas si vous voyez, 120 hectares de blé à 4 fois le cours mondial, mais c'est pas grave, c'est le pétrole qui paye. Le problème, c'est que l'Arabie paye aussi parce qu'ils ont épuisé totalement la nappe fossile. Au-delà de 1200 mètres, on n'arrive plus à creuser, à forer. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Donc tout est fermé. Aujourd'hui, vous voyez, les ronds marrons, c'est tout marron. Donc là, l'Arabie a abandonné cette histoire de... Voilà, on le voit mieux, le grand cercle là. Vous voyez, l'échelle ici, c'est une étable, et ça, ce sont des animaux. Vous voyez c'est très grand, ces cercles. Voilà, ça, c'est un exemple fou. Et on est bien content d'apprendre que ça s'est arrêté. Alors le dernier conflit, et celui-là est très, très problématique, parce que beaucoup de choses se mélangent. Il n'y a pas que le problème de l'eau, bien sûr. Je vais vous montrer une carte, là aussi j'ai pris ce que je trouvais. Donc on voit la péninsule. On voit ici ce qu'ils appellent Sea of Galilee, c'est la mer de Galilée, mais c'est aussi le lac de Tibériade. Et ça, c'est le fleuve Jourdain qui se déverse, ou ce qu'il en reste, dans la mer morte, Dead Sea. Alors ici, c'est la même carte, mais avec d'autres indications. Donc le lac de Tibériade et la mer morte est plus salée plus salée que tout ce que vous pouvez imaginer. On flotte quand on nage. Elle est
inexploitable. Donc la seule eau potable qui existe, c'est celle du lac de Tibériade qui est ici, et qui, jusqu'à l'arrivée des Israéliens, la création de l'État d'Israël suffisait à faire aux besoins de toute cette partie du monde. Alors les Israéliens ont dit, nous, on a la technologie, puis on a le droit biblique, donc c'est chez nous. Donc ils ont créé ce qu'ils appellent le National Water Carrier, c'est-à-dire l'autoroute de l'eau, un gigantesque conduite qui pompe dans le lac de Tibériade et a conduit l'eau jusqu'aux portes de Gaza. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un sabotage. C'est Jean-François? Non, c'est pas Jean-François. J'arrive. Le Jourdain. Mais on n'a plus les cartes. Bon. Donc cette autoroute de l'eau parcourt tout l'État d'Israël, alors avec des dérivations bien sûr, vous pouvez imaginer, pour irriguer toutes les cultures que l'État hébreu produit, et en quantité, il en exporte, tout ce que vous pouvez penser est cultivé en Israël, et de façon très efficace, avec l'eau qui appartient à tout le monde avant, et qui appartient maintenant à eux. Ils ont même poussé le vice, je le dis de façon objective, à capter les sources qui sont là pour les empêcher d'aller réalimenter le lac. Donc ils ont capté les sources, ils ont fait rejoindre le National Water Carrier. Lorsqu'ils ont annexé la Cisjordanie, on le voit sur cette carte, il y a des nappes naturelles qui ont été, on le voit avec ces flèches là, bleues, qui ont été pompées et envoyées en Israël pour compléter la grande autoroute de l'eau. Alors, c'est lamentable, c'est lamentable, objectivement. Oui, en plus, ils rejettent dans le Jourdain les eaux saumâtres qui viennent de la côte, parce que il existe une nappe phréatique le long de la côte, et cette nappe, comme elle est utilisée, elle diminue en pression, et qu'est-ce qui se passe? L'eau salée qui est pas loin et qui est là, de la pression, elle entre, ce qu'on appelle le biseau salé, et rend la nappe saumâtre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, d'une nappe saumâtre? On va la balancer dans le Jourdain. Et le Jourdain, c'est l'eau qui dessert la totalité de la Jordanie. Alors l'adaptation jordanienne, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la carte de droite, il y avait un canal rouge qui était tracé également. Ils ont essayé de trouver d'autres sources sud et est, mais le est c'est le Golan et il est maintenant occupé, pour les conduire le long du Jourdain et desservir les vallées jordaniennes qui sont très riches en cultures fruitières et bien sûr céréalières. Et ils ont fait plusieurs barrages pour essayer de réguler leur nouveau canal. Chez les Palestiniens, l'adaptation elle s'est faite, vous avez le Jourdain salé et puis vous avez des puits, voilà, vous vous débrouillez, et il arrive qu'on cimente le puits dans la nuit parce qu'il n'avait pas le droit d'exister. Alors l'agriculture palestinienne est sous contrôle, ça on comprend. L'alimentation des villes de Jordanie pose de graves problèmes, insolubles, et il n'y a pas de solution en vue. Donc il ne faut pas s'étonner, J'aurais voulu vous remontrer sur la carte. Il y a ici des pointillés, je ne sais pas si vous les voyez avec ma flèche, les pointillés, gros pointillés noirs. C'est les limites de l'État juif selon le plan de l'organisation sioniste mondiale. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, ce n'est qu'une petite partie de leurs revendications territoriales.
de l'État hébreu qui va mettre tout le monde à feu et à sang, puisqu'il va jusqu'à Amman, pratiquement, les limites de l'État juif. Voilà. Ça, c'est un conflit qui est... Où suis-je qui n'est pas larvé, qui s'exprime de différentes façons. On le voit tous les jours et on ne voit pas de solution. C'est bien triste. Donc, on va en arriver aux conclusions. Comment éviter les conflits? J'ai deux diapos. Donc, il y a des principes généraux. On en a vu dans les exemples qui fonctionnent. La concertation, ça c'est magique. La transparence, c'est-à-dire je te montre mes chiffres et tu me montres les tiens, et on en discute. La subsidiarité, ça c'est un grand principe qui a été à la création de l'Union, d'abord des communautés européennes puis de l'Union européenne. Le principe de subsidiarité, c'est de ne jamais réaliser à l'échelon supérieur ce qu'on peut faire à l'échelon inférieur. C'est-à-dire, pas question que l'Europe, on est en plein débat là-dessus, mais sur l'ensemble des domaines de l'activité humaine, pas question qu'elle se substitue aux différents éléments. Chacun doit faire son boulot avant de déléguer certaines choses à l'instance supérieure. La subsidiarité. Donc là aussi, faire en sorte que les paysans, quand ils construisent leur petit périmètre irrigué le long du fleuve Sénégal, soient responsables de l'entretien, ne s'en débarrassent pas au profit de il y a l'OMVS et les coteaux de Gascogne, etc. L'école française de l'eau serait-elle un modèle universel? Alors, oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est l'école française de l'eau? C'est l'approche intégrée de bassin versant. La notion de bassin versant est très importante parce que l'eau, on a vu que c'était une grande masse, mais quand elle est présente sur un territoire, elle dessine des bassins versants. Et il y en a 7 en France, 7 grands bassins. Ce sont des parlements de l'eau qui supervisent tout ce qui se passe en matière d'eau dans leur circonscription, qui théoriquement règlent des conflits et qui prélèvent des taxes, alors on est en France, pour améliorer la qualité de l'eau qui va ensuite être distribuée aux consommateurs. L'approche intégrée de bassin, c'est très important. La décentralisation, bien sûr, qui résulte du principe de subsidiarité. Il faut maximiser les concertations et négociations locales et pas remonter au président de la République pour la moindre chose. Exiger une autorisation pour tout prélèvement qui soit un prélèvement du drainage qui n'est pas la même chose, j'en ai pas parlé, mais ou de l'assainissement. Il faut que tout soit connu de l'organisme de gestion du bassin versant. Sans ça, s'il ne connaît pas tout ce qui est fait, prélevé, détourné, il ne peut pas gérer correctement. La mesure et l'évaluation obligatoire de tous les gestes hydrauliques des consommateurs et des utilisateurs, et une tarification adaptée. Alors bon, c'est là que souvent les batailles ont lieu au sein des agences de l'eau. Il faut adapter la tarification au coût, aux moyens, au consentement, et je cite là encore l'exemple du partenariat public-privé de la CSCG. Et surtout, la maintenance préventive des installations, et c'est pas seulement en irrigation qu'il faut faire de la maintenance préventive. Je voudrais citer là l'exemple de la Guadeloupe, de l'eau potable en Guadeloupe, où les réseaux ont un rendement inférieur à 50%, c'est-à-dire même 30 certains. C'est-à-dire vous mettez 3 litres en tête de réseau, et à la robinet, il y en a un qui arrive. Les 2 autres sont alors perdus. Ils ne sont pas perdus pour tout le monde. Les nappes se rechargent, c'est pas perdu, mais enfin ça a été prélevé, ça a coûté du traitement, de la distribution, et c'est de l'argent perdu. En France, nous arrivons en moyenne à un rendement de 80-85%, qui est un record du monde.
Je pense qu'il y a d'autres pays où c'est aussi élevé. Mais par exemple, aux États-Unis, c'est quelque chose qui ne préoccupe pas les gens. Et les chiffres sont sans doute pas très bons. Conclusion des conclusions, l'inévitable irrigation. Je vous l'avais annoncé dans ma remarque préalable. Pourquoi? Il va y avoir plus de bouches à nourrir. Plus 33% d'habitants à la surface de la Terre en 2050. À niveau de vie supérieur, parce que quoi qu'on en pense, le niveau de vie des populations moyennes sur la planète, avec cette obsession du PIB, de la croissance, augmente. Le niveau de vie moyen augmente. Depuis le Moyen-Âge, il a augmenté, c'est évident. Et même dans les pays émergents, même dans les pays en difficulté, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une élasticité forte par rapport à l'élévation du niveau de vie. Et à niveau de vie supérieur, on consomme des produits supérieurs. C'est-à-dire, l'exemple de la viande est le meilleur exemple. Mais, vont dire les tenants de la lutte contre le réchauffement, la solution c'est de consommer moins de viande. Ah oui, disent les éleveurs, mais nous, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on devient? Et également, les progrès de l'écologie, il y a plus de bio, donc tout ça va contribuer à demander davantage d'eau. L'irrigation indispensable, mais qu'elle soit alors beaucoup plus raisonnée encore qu'elle ne l'est maintenant. Moi, je crois que quand je suis arrivé en 1980 au Coteau, on était à, vous allez vous évanouir, 1600 à 1700 mètres cubes hectares pour le maïs. 1 700 000 litres pour le maïs. On est maintenant à 1400, 1000 Alain 1400, 1400, 1500, grâce à la rationalisation de l'irrigation, ne pas irriguer les routes, ne pas irriguer quand il fait trop d'évaporation, irriguer avec des tensiomètres, c'est-à-dire des petits capteurs qui vous disent exactement on est à l'ère du numérique, qui vous disent que sur cette partie du champ, il faut mettre plus d'eau que sur cette partie-là. Le choix des cultures, bien sûr, il y a des cultures qui ne rentabilisent pas aussi bien l'irrigation, mais qui sont moins gourmandes en eau, le soja, le tournesol, et donc, et puis les techniques. Alors les techniques, on connaît le goutte à goutte tous, mais bien sûr quand vous faites des grandes cultures comme les céréales, c'est exclu. Ça marche pour les vergers, le goutte à goutte, ou des cultures particulières. Il n'empêche, il faut augmenter l'utilisation du goutte à goutte. Et puis, il va falloir en arriver là, et ce sera mon dernier mot, il faut recycler nos eaux usées. Vous voyez, je termine bien. Et ne pas avoir peur de consommer l'eau qui sort de ces endroits de recyclage. Je voudrais juste une anecdote. J'étais au Caire et on m'a emmené voir l'usine de retraitement des eaux usées de la moitié sud du Caire. Je ne sais pas si vous voyez, même quand j'y étais il y a 20 ans, ça fait un certain nombre de millions de gens. Donc la station de lagunage, parce que c'est comme ça qu'on dit, on fait laguner les eaux usées, c'est-à-dire on les met au soleil dans des grands bassins, on remue un peu et les bactéries font leur boulot. Et donc au milieu du désert, et puis tout d'un coup je vois sur le bord d'un des grands bassins, énormes bassins, je vois un petit plant de tomates. Alors voilà, je ne vous dis pas d'où vient la graine, mais voilà. Je savais que j'aurais une conclusion qui vous ferait sourire. Voilà, fin, ou à suivre. C'est bon ? Jean-François ? Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus.
Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.